Un tout nouvel Airbus vient-il de subir une activation LRD, ce qui l'an dernier a envahi cabine et cockpit de deux Boeing 737 MAX de fumée âcre et toxique. J'ai déjà réalisé quelques vidéos sur le LRD et sur la façon dont il peut affecter en particulier le Boeing 737 MAX, mais lorsque j'ai réalisé ces vidéos, nous n'avions aucun rapport d'événements similaires affectant la famille Airbus A320neo, même si beaucoup de ces avions utilisent également une version du même moteur CFM LEAP que le 737 MAX. Mais ensuite, en août de cette année, en fait moins d'une semaine après la sortie de notre deuxième vidéo sur le LRD, un nouvel incident s'est produit. Un incident ressemblant fortement aux précédentes activations du LRD sur le 737 MAX. Les dommages sur un moteur ont provoqué de la fumée dans la cabine. Mais celui-ci impliquait un Airbus A321XLR, la version long courrier de l'Airbus A321neo. Les activations du LRD sont censées être extrêmement rares, mais si elles peuvent également affecter la famille Airbus A320neo, alors peut-être qu'elles ne sont finalement pas si rares que ça. Mais les effets sont-ils les mêmes sur Airbus? Eh bien, plongeons dans le sujet, si vous voulez. J'ai déjà expliqué en détail le DRC, ou dispositif de réduction de charge, dans mes vidéos précédentes, donc je vais seulement le décrire brièvement ici. Mais en gros, les moteurs qui alimentent les nouvelles générations d'avions monocouloirs, tels que le Boeing 737 MAX et l'Airbus A320neo, nécessitent des ventilateurs plus grands que les anciens moteurs. Ils ont besoin d'un taux de dilution plus élevé, donc plus d'air contourne le cœur du moteur, et ces grands ventilateurs le permettent. Ces nouveaux ventilateurs plus grands ont également moins de pales, ce qui signifie que chacune d'elles pèse nettement plus que celle des anciens moteurs. Donc, puisqu'il y a moins de pales et qu'elles sont plus lourdes, dans l'ensemble, chaque pale représente donc une plus grande proportion du poids en rotation du ventilateur, ce qui est vraiment important. Car cela signifie aussi que si une pale, pour une raison quelconque, venait à se casser, alors le déséquilibre du ventilateur serait bien plus important que sur les anciens moteurs. N'est-ce pas? Et ce déséquilibre est potentiellement très sérieux, car il peut provoquer des vibrations suffisamment fortes pour endommager davantage le moteur et le pylône qui le soutient, au point que cela pourrait tout casser avant même que le moteur ait le temps de ralentir. Et c'est là qu'intervient le LRD, ou dispositif de réduction de charge. Vous voyez, le LRD est en fait un système qui utilise des boulons fusibles et des goupilles spéciaux pour maintenir l'ensemble du fan en place. Quand une forte vibration survient, par exemple après le détachement d'une pale, suite à un impact avec un oiseau, ces boulons LRD se cisaillent, libérant alors le ventilateur pour lui permettre de se rééquilibrer autour d'un nouveau centre de rotation. Cela réduit fortement les vibrations transmises au reste du moteur. C'est un système simple, entièrement mécanique, sans intervention des pilotes. Et il convient également de mentionner que ce n'est pas vraiment une idée nouvelle. Certains moteurs de gros porteurs à ventilateurs plus grands utilisent aussi des systèmes similaires pour la même raison. Mais le problème avec le LRD sur ces moteurs LEAP, c'est que lorsqu'il libère le ventilateur, il libère également beaucoup d'huile moteur près de l'avant du moteur. Et cette huile peut ensuite s'écouler vers l'arrière dans le cœur du moteur. Si vous l'ignorez, l'air que nous respirons à bord des avions de ligne vient des moteurs. Normalement, ce n'est pas un problème, parce que l'air provient des étages du compresseur près de l'avant du moteur, mais l'air est propre bien avant l'étape de combustion. Comme je l'ai dit, l'huile libérée lors de l'activation du LRD s'écoulera ensuite dans l'étage du compresseur. Elle sera ensuite si comprimée et chauffée qu'elle passera du liquide à la fumée. Et une partie de cette fumée va alors pénétrer dans les conduits d'air de prélèvement qui l'envoient à travers les packs de conditionnement d'air puis directement dans la cabine. À des concentrations suffisamment élevées, cette fumée d'huile peut être extrêmement toxique. Et le niveau de concentration dépendra du moteur sur lequel les activations LRD se produisent. Dans un Boeing 737 MAX, le moteur droit alimente principalement la cabine passager en air, donc une activation LRD sur ce moteur affectera principalement les passagers. Mais la cabine est évidemment assez grande en volume, donc même si la fumée âcre sera clairement désagréable, les personnes sans problème de santé sous-jacent devraient pouvoir y faire face.
Mais le moteur gauche sur un MAX alimente principalement le cockpit en air, qui, bien sûr, est beaucoup plus petit que la cabine passager. Cela signifie que la concentration de fumée dans le cockpit, dans un tel scénario, peut atteindre des niveaux toxiques et mortels très rapidement. À moins que les pilotes ne mettent immédiatement leur masque, et cette fumée blanche affectera également gravement la visibilité dans le cockpit, même si les pilotes parviennent à mettre leur masque. Maintenant, l'un des points essentiels que je voulais souligner dans ma vidéo originale sur le LRD était que si cela devait se produire juste après la rotation, alors que le pilote en fonction contrôle encore l'avion manuellement, enfiler le masque à oxygène deviendrait extrêmement difficile. Une panne moteur violente avec ingestion soudaine de fumée n'est pas un scénario que l'un d'entre nous aurait déjà simulé, ce qui mérite d'être rappelé. Jusqu'à présent, 2 vols Southwest, tous deux opérés avec des Boeing 737 MAX 8, ont subi des impacts d'oiseaux et des activations du LRD. Et heureusement, cela s'est produit alors qu'ils étaient tous deux suffisamment hauts après le décollage pour pouvoir y faire face. L'un a subi un impact d'oiseau sur le moteur droit, l'autre sur le gauche. Lors de l'incident, lorsque le moteur gauche LRD s'est activé, il a immédiatement rempli le cockpit d'une fumée si épaisse que les deux pilotes pouvaient à peine se voir. Le commandant de bord a dû piloter avec l'affichage tête haute, car il ne voyait pas ses instruments habituels. Il faut noter que tous les 737 n'ont pas d'affichage tête haute, et quand c'est le cas, c'est souvent seulement côté commandant. Si le copilote était aux commandes, cela n'aiderait pas beaucoup. J'ai omis certains détails techniques. Consultez mes vidéos précédentes pour les retrouver. Mais pour être clair, pour qu'une pale de soufflante se détache et qu'il y ait une activation LRD à la suite d'un impact d'oiseau, il faudrait un oiseau assez gros, comme un vautour ou un aigle. Et c'est probablement pour cela que ces événements sont, heureusement, assez rares jusqu'à présent, alors que les impacts d'oiseaux impliquant des oiseaux plus petits se produisent assez fréquemment. Mais les moteurs sont assez robustes, et dans la majorité des cas, nous ne remarquerons même pas ces impacts de petits oiseaux sur nos instruments moteurs. Je vais maintenant expliquer comment l'activation du LRD et la fumée dans le cockpit nous affectent, nous les pilotes. Mais une chose que je peux dire, c'est que les pilotes Boeing n'étaient pas vraiment ravis lorsqu'ils ont appris l'existence du LRD, parce que Boeing n'avait rien mentionné à propos de ce système dans les manuels du 737 MAX. Boeing soutenait que ce système n'exigeait aucune action des équipages pour s'activer. L'utilisation des procédures actuelles pour gérer panne moteur et fumée à bord était jugée suffisante. Nous, les pilotes, voulons être informés de ces systèmes. Parce que savoir comment ils fonctionnent et comment leur activation peut se manifester améliore notre conscience technique de la situation, et donc la façon dont nous gérons leur activation, si cela devait arriver. Et bien sûr, nous pensions que Boeing avait retenu la leçon après tout le fiasco du MCAS. Boeing n'a pas tout dit à cette commission, aux familles et au public. Mais il s'avère maintenant qu'Airbus a fait exactement la même chose. La famille d'avions Airbus A320neo qui utilise les moteurs CFM LEAP 1 Alpha possède essentiellement le même dispositif LRD que les moteurs LEAP 1 Bravo du MAX. Et Airbus a également omis ce système dans leur manuel pilote. Comme Boeing, Airbus a décrit le système LRD dans le manuel de maintenance de l'avion utilisé par les ingénieurs, mais pas dans l'EFCOM sur lequel nous, les pilotes, comptons. Maintenant, un argument que les pilotes et les passionnés de l'Airbus A320 ont souligné dès le début, c'est que dans l'Airbus, l'air de la cabine et du poste de pilotage provient des deux moteurs. Donc, puisque le poste de pilotage n'est pas alimenté par un seul moteur, une activation LRD sur un moteur ne le remplirait pas de fumée de la même manière. Mais c'est ici que notre histoire devient encore plus intéressante. Parce qu'il s'avère que ce n'est en fait pas le cas. Dans la famille Airbus A320, tout comme sur le Boeing 737, le cockpit reçoit son air directement uniquement du moteur numéro 1 gauche, ainsi qu'un peu d'air recyclé. Beaucoup, y compris des pilotes de Airbus A320, pensaient que les deux moteurs alimentaient le cockpit, car c'est ce qu'indiquaient les manuels Airbus. Si l'on regarde le système de climatisation de l'Airbus A320 tel qu'il est présenté dans l'Airbus FCOM, on verra qu'il y a une unité de mélange qui est alimentée en air par les deux packs de conditionnement d'air des moteurs. L'air recyclé passe également dans cette même unité de mélange après être passé par des filtres spéciaux.
Ensuite, tout l'avion, y compris le poste de pilotage et la cabine passager, est alimenté en air par cette unité de mélange. Donc, il semble vraiment que les deux moteurs alimentent tout, n'est-ce pas? Oui, mais Airbus a récemment informé les exploitants de ces avions que cette illustration du FCOM est une version simplifiée de ce système. En fait, l'unité de mélange correspond à un ensemble d'ailettes directrices, pas à un volume d'air ouvert. En fait, comme mentionné plus tôt, en conditions normales, l'air entrant dans le cockpit vient uniquement du moteur numéro 1, tout comme sur le MAX. Maintenant, cela me semble être un point important à souligner, mais peut-être que j'ai raté quelque chose. Je reviendrai sur cette info sur Airbus dans un instant, mais après les activations du LRD sur les 737 MAX, n'étant pas qualifié pour piloter la famille Airbus A320, j'ai donc posé des questions à mes collègues qui volent sur cet appareil. Les décollages avec prélèvement d'air coupé sont-ils la norme pour les départs quotidiens dans leur compagnie? Si oui, les pilotes doivent-ils gérer cela eux-mêmes ou l'Airbus s'en charge-t-il automatiquement? Les décollages avec prélèvement d'air ou pack coupé, comme les nomme Airbus, sont des décollages particuliers, où nous n'autorisons pas l'air provenant des moteurs à aller dans les packs de climatisation. Dans le Boeing 737, nous faisons cela lorsque nous avons besoin de performance maximale de nos moteurs, mais nous l'évitons dans les autres cas, puisque réinitialiser le système en vol nécessite pas mal de manipulations, ce qui augmente le risque d'erreur. J'ai aussi demandé aux pilotes d'Airbus quelles informations leur compagnie aérienne leur avait données sur les fonctions LRD. De nombreux pilotes ont répondu à mes questions. Et même si les procédures de leur compagnie aérienne variaient un peu, ils ont tous dit plus ou moins la même chose? Oui. Il y a quelques mois encore, les décollages PAX-OFF étaient la norme pour de nombreuses compagnies aériennes utilisant la famille Airbus A320neo. Mais pas toutes. Sur les anciens Airbus A320 avec des moteurs plus anciens, les décollages PAX-OFF étaient évités car le passage fréquent des packs de climatisation pouvait, avec le temps, causer des problèmes sur certaines valves. Cela signifiait que certaines compagnies aériennes qui exploitaient à la fois d'anciens A320 Current Engine Option et de nouveaux A320neo préféraient également ne pas effectuer de décollage PAX-OFF avec leurs avions de la famille A320neo, pour assurer la cohérence de leurs procédures opérationnelles sur toute leur flotte. D'un autre côté, même les compagnies aériennes, dont les procédures opérationnelles standards prévoyaient des décollages PAX-OFF lors des opérations courantes, laissaient parfois les PAX allumés. Par exemple, pour le confort des passagers en cas de forte chaleur. Couper puis rallumer les packs après le décollage n'est pas une procédure automatisée. Les équipages Airbus les coupent généralement lorsqu'ils s'alignent sur la piste pour le départ, puis les rallument pendant la montée. Mais comme je l'ai mentionné, c'était la situation jusqu'à il y a quelques mois. Puis, quelques événements ont soudainement amené certaines compagnies aériennes à exiger l'utilisation des packs lors des décollages avec leur flotte de A320neo, à quelques rares exceptions près. Alors, qu'est-ce qui avait provoqué ce changement? Eh bien, évidemment, la nouvelle des deux activations du LRD impliquant le Boeing 737 MAX a attiré l'attention. Et j'aime à penser que mon équipe et moi avons peut-être joué un petit rôle là-dedans, et c'est parce que certains des pilotes qui m'ont contacté, y compris des instructeurs, n'avaient pas entendu parler du problème LRD avant de regarder nos vidéos. Mais également, le 18 juillet 2025, l'EASA, l'Autorité européenne de l'aviation qui a supervisé la certification de la famille A320neo, a publié un bulletin d'information sur la sécurité, ou SIB, traitant du problème lié au LRD. Pour le Boeing 737 MAX et la famille Airbus A320neo, ce SIB comportait plusieurs recommandations, dont l'obligation pour les compagnies aériennes d'informer leurs pilotes des appareils de leur flotte dotés du système LRD. Certains Airbus A320neo utilisaient le turboréacteur à engrenage Pratt & Whitney, qui, à ma connaissance, n'a pas ce système. Notre dernière vidéo sur le LRD a été publiée le 28 juillet, et seulement 6 jours plus tard, le 3 août, est survenu l'incident que j'ai mentionné au début de cette vidéo, le vol 579 d'Iberia Airlines. Ce vol était opéré de Madrid en Espagne vers Paris en France. Et il s'agissait d'un tout nouvel Airbus A321XLR, qui était entré en service un peu plus d'un mois auparavant et était équipé de moteurs CFM LEAP 1 Alpha 3 3X-Ray.
Ce sont des variantes un peu plus puissantes du moteur LEAP nécessaire au XLR, car sa masse maximale au décollage dépasse celle des autres Airbus A321 Neo. Lors de l'incident, l'appareil transportait 148 passagers et 6 membres d'équipage. Après un léger retard, l'avion a décollé. En utilisant normalement la piste 3-6 gauche à Madrid, ils ont vite pris de l'altitude en partant vers le nord vers Paris. Mais alors qu'ils montaient à 6400 pieds, l'appareil a soudainement percuté un gros oiseau, ce qui a gravement endommagé le radome situé à l'avant de l'avion. Les restes de l'oiseau et sans doute des morceaux du radome ont alors été aspirés par le moteur gauche. Quel moteur alimente l'air du poste de pilotage sur le 737 et l'Airbus A320 Neo? Oui, le moteur gauche. Les pilotes d'Iberia ont arrêté leur montée à 7000 pieds, puis ont coupé le moteur gauche. Mais avant qu'ils n'aient eu la chance de le faire, selon l'Aviation Herald, une fumée blanche âcre a envahi cockpit et cabine, forçant l'équipage à mettre leur masque à oxygène. Ils sont vite revenus à Madrid pour atterrir en sécurité sur la piste 3 de gauche après un vol de 25 minutes. Après l'atterrissage, ils se sont ensuite arrêtés sur la piste pour une inspection rapide et ont finalement été remorqués jusqu'à un point de stationnement. Les passagers et l'équipage ont débarqué en toute sécurité en utilisant des escaliers d'embarquement. Aucune blessure n'a été signalée, mais au moment où nous enregistrons cette vidéo, l'avion n'a toujours pas revolé. Cet incident impliquait-il une activation du LRD? Eh bien, il n'y a toujours pas de réponse officielle à cette question pour le moment. Évidemment, l'enquête est toujours en cours. En demandant plus d'informations à un représentant de General Electric, il a répondu qu'ils n'ont pas pu donner de détails concernant des incidents spécifiques en raison des règles X13, que je respecte évidemment. Mais les photos du moteur LEAP concerné montrent qu'il a subi de graves dommages à plusieurs de ses aubes de soufflantes. Et nous savons également qu'une fumée blanche a rapidement envahi la cabine par la suite. Maintenant, je ne vois pas ce qui pourrait provoquer cela, à part de l'huile moteur qui se serait d'une manière ou d'une autre introduite dans le compresseur. Donc, mon hypothèse serait une activation du LRD, mais ce n'est qu'une supposition à ce stade. Une autre chose que nous savons, c'est que la fumée dans la cabine était suffisamment importante pour que l'équipage de cabine récupère et mette son équipement respiratoire portatif, ou PBE. Et la raison pour laquelle nous le savons, c'est parce que les enquêteurs ont rapidement publié une liste de recommandations dans le cadre du rapport intérimaire, ce qui aborde essentiellement un point que les équipages de conduite et de cabine du monde entier connaissent déjà. Ces PBE sont horribles à utiliser. Dans cet incident, un membre d'équipage de cabine n'a même pas pu extraire l'équipement de son conteneur et 2 autres ont réussi à sortir le leur mais se sont coupés au doigt en le faisant. Ensuite, un membre d'équipage a perdu connaissance, non à cause de la fumée, mais parce que le PBE ne fournissait pas d'oxygène, l'asphyxiant presque. Les enquêteurs ont jugé la situation si grave qu'il fallait informer le public des difficultés et problèmes liés à l'utilisation de ces PBE. Et je soupçonne que de nombreux membres d'équipage de cabine à travers le monde seraient tout à fait d'accord avec cela. Or, cette liste de recommandations ne mentionnait rien concernant les moteurs ou le système LRD. Mais un peu plus d'un mois après l'incident, nous avons été informés qu'Airbus avait organisé un webinaire où ils ont analysé le dispositif LRD et son fonctionnement. Pour être clair, nous ne savons pas si Airbus a organisé ce webinaire à cause de l'incident de l'Iberia A321 XLR, ou en réponse à la précédente SIB de l'EASA en juillet. Ce SIB demandait aux compagnies aériennes d'informer leurs équipages à propos du système. On peut donc raisonnablement attendre que le constructeur d'avions joue aussi un rôle actif ici. Lors du webinaire, Airbus a exposé les effets du LRD sur la climatisation et présenté 2 scénarios d'activation du LRD. Dans le scénario le plus probable, le moteur ralentirait vite après l'activation du LRD, déclenchant un message de panne moteur sur l'UCAM de l'avion. L'ordinateur contrôlant le moteur endommagé fermerait alors la vanne d'air de prélèvement qui envoie de l'air du moteur vers le système de climatisation en environ 15 secondes. Et selon Airbus, cela limiterait considérablement la quantité de fumée pouvant pénétrer dans le poste de pilotage et la cabine. Le deuxième scénario, plus grave mais moins probable, serait celui où le LRD s'active. Une forte vibration moteur est détectée et signalée sur le cam parfois avec des alertes de pompage. Mais le moteur maintiendrait suffisamment de poussée pour que l'ordinateur ne déclenche pas une panne moteur.
Dans ce cas, la vanne d'air de prélèvement resterait ouverte, laissant une fumée blanche âcre envahir le poste de pilotage et la cabine. Airbus précise que la fumée atteindrait son pic environ 1 minute après l'activation du LRD. En effet, c'est le temps qu'il faudrait approximativement pour que l'huile moteur soit complètement épuisée. Après 7 minutes, la recirculation de l'air entraînerait rapidement la dissipation de la fumée, parce que les filtres à air sont conçus pour capturer la fumée avant que l'air ne retourne dans le cockpit et la cabine. Ce deuxième scénario semble mauvais. Pour le 737 MAX, nous avons constaté que l'acroléine et le formaldéhyde peuvent atteindre des niveaux mortels en seulement 39 secondes dans le cockpit. Ces chiffres pourraient varier dans l'Airbus, selon le fonctionnement de son système de climatisation et la recirculation de l'air. Le cockpit de l'A320 est également plus grand, ce qui aide probablement puisque la fumée doit remplir un volume d'air plus important. Il faut aussi noter que ces deux scénarios d'activation LRD supposent que les packs de climatisation sont allumés. Parce qu'avec les packs éteints, aucune fumée provenant des moteurs ne peut atteindre le cockpit ou la cabine. C'est sans doute pourquoi ces exploitants d'Airbus imposent des décollages avec les prélèvements d'air coupés sur leur flotte Neo autant que possible. Maintenant, même avec un décollage PAX éteint, les packs seront remis en marche à un moment donné. Si vous étiez attentif, vous vous rappelez que l'Airbus A321XLR d'Iberia volait à 6400 pieds quand il a percuté cet oiseau malchanceux. L'équipage aurait donc relancé les packs bien avant que cela n'arrive. Mais à cette altitude, l'avion sera probablement en pilote automatique, donc les pilotes dans le cockpit pourraient facilement enfiler leur masque à oxygène, lorsqu'ils voient ou sentent la fumée bien avant que la situation ne devienne vraiment grave. Pour être clair, lors de son webinaire en septembre, Airbus n'a pas recommandé la politique de toujours effectuer les décollages avec les packs éteints. Ils ont plutôt fourni des procédures couvrant les deux options, et les compagnies aériennes pouvaient ensuite choisir ce qu'elles voulaient. Airbus a simplement mis en garde contre la modification des SOP uniquement parce que des oiseaux ont été signalés autour des aéroports, car une telle politique pourrait ajouter de la complexité et augmenter la charge de travail des équipages. Il vaut mieux simplement faire l'un ou l'autre de façon routinière. De nombreux pilotes Airbus signalent maintenant qu'après l'incident d'août, ils décollent presque toujours avec les packs éteints, ce qui garantit que lorsque l'avion vient juste de décoller et qu'il est encore piloté manuellement, le pilote en fonction n'a pas à se soucier de devoir mettre un masque à oxygène, en plus de gérer le problème moteur si une activation LRD se produisait. Et c'était bien sûr le principal danger que j'ai souligné dans ma précédente vidéo sur ce sujet. Pour le 737 MAX, des documents fuités révèlent qu'un enquêteur de la FAA avait recommandé d'imposer au 737 MAX de réaliser aussi des décollages Bleedsoft, jusqu'à ce qu'une correction logicielle pour ce problème soit certifiée. Mais cette recommandation n'a ensuite pas été adoptée. Et à ma connaissance, bien que nous ayons des procédures opérationnelles standards pour effectuer des décollages Bleedsoft pour des raisons de performance, les compagnies aériennes qui exploitent le Boeing 737 MAX n'ont pas choisi de faire systématiquement des décollages Bleedsoft partout. Cela s'explique sans doute par la plus grande complexité de cette opération comparée à l'Airbus. Voici l'essentiel de cette histoire. Bien que l'Airbus A320 Neo et le Boeing 737 MAX utilisent l'air de prélèvement du moteur gauche et possèdent le dispositif LRD, les procédures des compagnies aériennes pour ces deux avions diffèrent désormais sensiblement. Nous savons que CFM travaille sur une mise à jour logicielle qui fermera très rapidement les vannes de prélèvement d'air après une activation du LRD, mais cela n'a pas encore été certifié. Une fois disponible, je m'attends à son déploiement sur les appareils Boeing et Airbus, ce qui devrait enfin mettre fin à cette débâcle. Maintenant, si vous êtes un pilote Airbus, j'espère que cela vous a éclairé sur certains points. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié quelque chose d'important. Mais si vous n'êtes pas pilote, mais que vous aimez ce contenu, assurez-vous d'avoir mis un j'aime et de vous être abonné. Et pensez à suivre Ben et mon podcast Captain Speaking ici sur YouTube ou sur la plateforme de votre choix. Nous parlons de beaucoup de choses, aussi bien d'aviation que de nos vies, et je pense que cela vous plaira. Je suis Peter Hornfeld, vous regardez Mentor Now. Passez une excellente journée, à la prochaine, au revoir.